Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, l'antépénultième roman des Rougon-Macquart d'Émile Zola. J'arrive bientôt à la fin de ma lecture suivie de ce cycle, de cette histoire naturelle et sociale d'une famille sous le Second Empire. La fin, ce sera la chute de ce Second Empire, la débâcle, puis le roman du docteur Pascal qui reviendra, je crois, je ne l'ai pas encore lu, mais qui reviendra sur l'ensemble du cycle, peut-être d'ailleurs que je reviendrai aussi moi-même sur l'ensemble de cette histoire naturelle et sociale d'une famille sous le Second Empire, proposée par Zola, mais aujourd'hui je vais parler donc de l'argent. L'argent, 18e roman des Rougon-Macquart, où on retrouve un personnage qu'on avait déjà croisé dès le tout début des Rougon-Macquart. Dès le premier roman, il apparaît déjà, puis il est le personnage principal de La Curée, ce roman sur la spéculation immobilière, déjà un roman de l'argent. Mais ici, c'est le monde de la bourse qui est au cœur du roman. Donc on manipule l'argent, on joue avec l'argent dans l'argent. Ce roman qui foisonne de personnages, je ne vais pas tous les évoquer, loin de là. Le personnage principal, ce Saccard, qui est un Rougon, mais qui a changé de nom, peut-être pour qu'on ne le confonde pas avec son frère Eugène Rougon, son Excellence Eugène Rougon, le ministre, qui est évoqué aussi dans ce livre-là. Et ce Saccard, c'est un passionné, c'est quelqu'un qui veut s'enrichir, mais qui surtout aime le jeu de la bourse, le jeu de l'argent, aime le pouvoir que l'argent donne, aime les risques à prendre, aime aussi la magouille peut-être, ou en tout cas la guerre de l'argent. Et on reviendra sur ce thème de la guerre qui est présent déjà dans ce roman-là, sachant que le suivant sera celui véritablement de la guerre, avec la débâcle. Et puis, quand on parle d'argent à l'époque de Zola, forcément, une figure va intervenir, va s'imposer, c'est celle du juif, avec un antisémitisme extrêmement virulent. On est juste avant l'affaire Dreyfus, dont on sait que Zola sera l'un des emblèmes de la lutte dreyfusarde, c'est-à-dire contre l'antisémitisme. Son personnage de Saccard, par contre, va développer en tant que chrétien, mais chrétien sur le papier, j'allais dire. Ce n'est pas le cœur de son engagement que de défendre les valeurs chrétiennes. Mais mine de rien, il va quand même développer un farouche antisémitisme contre un certain Gundermann qui représente Rothschild. Pendant que Saccard montait le large escalier de pierre, là il va rendre visite à Gundermann, à un moment au début du roman où chez Saccard, la fortune n'est pas là. Il commence, il est au creux de la vague, il va la monter et puis la redescendre. Pendant que Saccard montait le large escalier de pierre, aux marches usées par le continuel va-et-vient de la foule, plus usées déjà que le seuil des vieilles églises, voyez, la religion qui est présente, il se sentait contre cet homme
un soulèvement d'une inextinguible haine. Ah, le juif! Il avait contre le juif l'antique rancune de race qu'on trouve surtout dans le midi de la France. Là, on retrouve l'hérédité, chère à Zola. L'antisémitisme de Saccard s'explique par sa race, par son origine, par l'hérédité. L'hérédité qui, évidemment, est un support idéologique au racisme. Donc, l'ambiguïté est assez profonde ici. Et c'était comme une révolte de sa chair même, une répulsion de peau qui, à l'idée du moindre contact, l'emplissait de dégoût et de violence, en dehors de tout raisonnement, sans qu'il pût se vaincre. Mais le singulier était que lui, Saccard, ce terrible brasseur d'affaires, ce bourreau d'argent aux mains louches, perdait la conscience de lui-même dès qu'il s'agissait d'un juif, en parlait avec une âpreté, avec des indignations vengeresses, d'honnête homme vivant du travail de ses bras, pur de tout négoce usuraire. L'ambiguïté de la situation est mise en avant par Zola ici, c'est-à-dire que, évidemment, Saccard se comporte, on va mettre des gros guillemets ici, comme un juif dans l'imagerie qu'on s'en faisait à l'époque, basée sur des gens comme Rothschild, ces requins de la finance, qui ont été le support de tous ces fantasmes antisémites qui existaient. Donc on a, au fond, une rivalité entre la finance juive et une finance chrétienne qui serait incarnée par Saccard. Et le grand projet dont va nous parler ce livre, c'est la Banque universelle. Et cette Banque universelle, elle a pour objectif de défendre la chrétienté. Elle a des objectifs extrêmement ambitieux à ce niveau-là, notamment dans l'Orient. En gros, l'idée c'est de reprendre aux juifs et aux musulmans les régions perdues par la chrétienté du côté d'Israël, du côté du Moyen-Orient en général. Et c'est ce qui va faire le succès, puis la perte de cette banque universelle. Et donc, Saccard, avec plein de ses amis, même si l'amitié ne dure jamais tellement longtemps dans ce genre de milieu, va fonder cette banque universelle qu'il va financer de manière très obscure et qu'il va ensuite faire entrer en bourse. Je ne vais pas entrer dans la mécanique de ceci, à laquelle je ne comprends pas grand-chose, pour être franc. C'est peut-être d'ailleurs une des critiques qu'on peut faire encore aujourd'hui sur ce monde de la finance, c'est qu'il est pour le commun des mortels totalement opaque. Et justement, le commun des mortels va se précipiter et acheter des actions de cette banque universelle. Et le problème, c'est que le cours va monter à un tel niveau qu'il aurait fallu arrêter plus tôt. Mais la folie des grandeurs, l'appât du gain, la tension du jeu va faire que Saccard va toujours vouloir que ses actions augmentent, soient en hausse, jusqu'au jour où, bam, tout s'effondrera.
Et c'est cette histoire-là qui est racontée, l'histoire aussi des gens qui se sont fait avoir par l'ambition folle de Saccard. Ce qui est peut-être le plus intéressant à lire dans ces histoires de bourse, c'est les scènes précisément qui se passent à la bourse. Les scènes où on a l'ambiance des grands moments à la bourse, les grands succès de cette banque universelle, puis l'échec. Voici le moment où Saccard croit se venger de Gundermann et des Juifs. 1 heure sonna. La cloche annonça l'ouverture du marché. Ce fut une bourse mémorable. Une de ces grandes journées de désastre. D'un de ces désastres à la hausse, si rares, dont le souvenir reste légendaire. Dans l'accablante chaleur, au début, les cours baissèrent encore, puis des achats brusques, isolés, comme des coups de feu de tirailleurs avant que la bataille s'engage, étonnèrent. Mais les opérations restaient lourdes quand même, au milieu de la méfiance générale. Les achats se multiplièrent, s'allumèrent de toutes parts, à la coulisse, au parquet. On n'entendait plus que les voix de Nathanson sous la colonnade, de Mazot, de Jacobi, de Delarocque à la corbeille, criant qu'ils prenaient toutes les valeurs, à tous les prix, et ce fut alors un frémissement, une houle croissante, sans que personne pourtant osât se risquer dans le désarroi de ce revirement inexplicable. Les cours avaient légèrement monté. Saccard eut le temps de donner de nouveaux ordres à Macias pour Nathanson. Il pria également le petit Flory qui passait en courant de remettre à Mazot une fiche où il le chargeait d'acheter toujours. Si bien que Flory, ayant lu la fiche, frappé d'un accès de foi, nouveau la foi, la religion, il y a quelque chose d'exalté ici, joua le compte de son grand homme, acheta lui aussi pour son compte, et ce fut à cette minute, à 2h moins un quart, que le tonnerre éclata en pleine bourse. L'Autriche cédait la Vénétie à l'empereur. La guerre était finie. D'où venait cette nouvelle, personne ne le sut. Elle sortait de toutes les bouches à la fois des pavés eux-mêmes. Quelqu'un l'avait apportée, tous la répétaient dans une clameur qui grossissait avec la voix haute d'une marée d'équinoxes. Par bonds furieux, les cours se mirent à monter au milieu de l'effroyable vacarme. Avant le coup de cloche de la clôture, il s'était relevé de 40, de 50 francs. Ce fut une mêlée inexprimable, une de ces batailles confuses où tous se ruent, soldats et capitaines, pour sauver leur peau, assourdis, aveuglés, n'ayant plus la conscience nette de la situation. Les fronts ruisselaient de sueur, l'implacable soleil qui tapait sur les marches mettait la bourse dans un flamboiement d'incendie. Voyez l'énergie de ce moment-là, cette bataille, cette métaphore filée de la guerre qui est remportée à ce moment-là par Saccard parce que le cours de sa banque universelle est à la hausse, et va continuer, c'est le moment où ça commence à monter, et puis dans les jours qui suivent, dans les semaines qui suivent, ça continue jusqu'à atteindre des sommets incroyables, trop beaux pour être vrais, et derrière, la banque n'a pas les moyens de rembourser ceux qui perdraient ensuite au jeu de la bourse. Et à un moment donné, ce sera l'effet inverse. Mais avant que ça s'effondre, il y a ce rêve incarné par d'autres personnages. Je parle beaucoup de Saccard, mais il y a d'autres personnages qui vont intervenir, notamment un certain Hamelin et sa sœur,
Ce Hamelin, c'est un ingénieur qui a de grands projets en Orient et qui rêve, en chrétien fervent, que cette banque universelle et que les grands projets qu'elle va financer vont permettre à la chrétienté de reprendre les terres perdues. Et tout d'un coup, ça devient possible. Et l'exaltation qu'on a vue à la bourse, exaltation purement liée aux hausses des actions, à l'argent qu'on espère gagner, elle prend une dimension universelle, c'est une banque universelle. Tous les rêves, chuchotés depuis des mois, semblaient se réaliser devant l'enchantement public. Là, on est vraiment au moment où tout va bien, tout semble bien aller. Le berceau de l'humanité réoccupé, les antiques cités historiques du littoral ressuscitées de leur sable, Damas, puis Bagdad, puis l'Inde et la Chine exploitées par la troupe envahissante de nos ingénieurs. Ce que Napoléon n'avait pu faire avec son sabre, cette conquête de l'Orient, une compagnie financière le réalisait. En y lançant une armée de pioches et de brouettes, on conquérait l'Asie à coups de millions pour en tirer des milliards, et la croisade des femmes surtout triomphait aux petites réunions intimes de 5 heures, aux grandes réceptions mondaines de minuit, à table et dans les alcôves. Elle l'avait bien prévu, Constantinople était prise. On aurait bientôt Brousse, Angora et Alep, on aurait plus tard Smyrne, Trébizonde, toutes les villes dont l'universel faisait le siège jusqu'au jour où l'on aurait la dernière, la ville sainte, celle qu'on ne nommait pas, qui était comme la promesse eucharistique de la lointaine expédition, les pères, les maris, les amants, que violentait cette ardeur passionnée des femmes, n'allaient plus donner leurs ordres aux agents de change qu'aux cris répétés de « Dieu le veut ». Puis ce fut enfin l'effrayante cohue des petits, la foule piétinante qui suit les grosses armées, la passion descendue du salon à l'office, du bourgeois à l'ouvrier et au paysan, et qui jetait dans ce galop fou des millions de pauvres souscripteurs n'ayant qu'une action, 3 ou 4, 10 actions, des concierges près de se retirer, des vieilles demoiselles vivant avec un chat, des retraités de province dont le budget est de 10 sous par jour, des prêtres de campagne dénudés par l'aumône, toute la masse hâve et affamée des rentiers infimes qu'une catastrophe de la bourse balaye comme une épidémie et couche d'un coup dans la fosse commune. Là, on annonce déjà que ces petits seront les victimes, ceux qui ont une action. Quand ça s'effondrera, eux aussi s'effondreront et on en verra s'effondrer. Et je voulais encore lire un dernier passage. L'effroyable vacarme devenait tel, au milieu d'une gesticulation épileptique, que les agents eux-mêmes ne s'entendaient plus, et tout à la fureur professionnelle qui les agitait, ils continuèrent par gestes, puisque les basses caverneuses des uns avortaient, tandis que les flûtes des autres s'amincissaient jusqu'au néant. On voyait s'ouvrir les bouches énormes, sans qu'un bruit distinct parût en sortir, et les mains seules parlaient. On a vraiment l'impression d'un film muet. Une sorte d'agitation dont on aurait coupé le son. Un geste du dedans en dehors qui offrait, un autre geste du dehors en dedans qui acceptait, les doigts levés indiquaient les quantités, les têtes disaient oui ou non, d'un signe, c'était intelligible aux seuls initiés, comme un de ces coups de démence qui frappent les foules. En haut, à la galerie du télégraphe, des têtes de femmes se penchaient, stupéfiées, épouvantées devant l'extraordinaire spectacle. À la rente, on aurait dit une rixe, un paquet central acharné et faisant le coup de poing, tandis que le double courant de public dont ce côté de la salle était traversé déplaçait les groupes, déformés et reformés sans cesse en de continuels remous. Entre le comptant et la corbeille, au-dessus de la tempête déchaînée des têtes, il n'y avait plus que les 3 coteurs, assis sur leurs hautes chaises, qui surnageaient ainsi
que des épaves, avec la grande tache blanche de leur registre, tiraillées à gauche, tiraillées à droite, par la fluctuation rapide des cours qu'on leur jetait. Dans le compartiment du canton, surtout, la bousculade était à son comble. Une masse compacte de chevelure, pas même de visage. Un grouillement sombre qu'éclairaient seulement les petites notes claires des carnets agités en l'air, et à la corbeille autour du bassin que les fiches froissées emplissaient maintenant d'une floraison de toutes les couleurs, des cheveux grisonnaient, des crânes luisaient, on distinguait la pâleur des faces secouées, des mains tendues fébrilement, toute la mimique dansante des corps, plus au large, comme près de se dévorer, si la rampe ne les eût retenus. Cet enragement des dernières minutes avait d'ailleurs gagné le public. On s'écrasait dans la salle, un piétinement énorme, une débandade de grands troupeaux lâchés dans un couloir trop étroit, et seuls, au milieu de l'effacement des redingotes, les chapeaux de soie miroitaient sous la lumière diffuse qui tombait du vitrage. Mais, brusquement, une volée de cloches perça le tumulte. Tout se calma, les gestes s'arrêtèrent, les voix se turent, au canton, à la rente, à la corbeille. Il ne restait que le grondement sourd du public, pareil à la voix continue d'un torrent rentré dans son lit, qui achève de s'écouler. Et dans l'agitation persistante, les derniers cours circulait. L'universel était monté à 3060, en hausse encore de 30 francs sur le cours de la veille. La déroute des baissiers était complète. La liquidation allait une fois de plus être désastreuse pour eux, car les différences de la quinzaine se solderaient par des sommes considérables. C'est le sommet. Mais quand on est au sommet, évidemment, il y a la falaise en dessous. Et l'effondrement sera tout aussi rapide. Mais cette scène-là est quand même tout à fait dans la veine de ce que Zola sait le mieux faire. Décrire les foules. Ici, c'est même plus des êtres humains, ce sont des bouts de corps qui se mélangent et qui donnent une impression qu'on pourrait presque dire impressionniste, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais il y a des scènes comme ça dans l'œuvre, par exemple, où les foules viennent voir les tableaux de l'exposition. Il y a des scènes comme ça dans Le Bonheur des Dames, dans les grands magasins. Il y a les scènes de foule de Germinal aussi, qui sont toujours des moments forts chez Zola, des moments où il y a une intensité. À la fois, il y a un vacarme ici, mais tout d'un coup, ce silence, puis la cloche. Ce silence comme une sorte de scène vraiment cinématographique ici. On voit les images bouger, on voit les mains, on voit les bouches, on voit les crânes. Comme une mer, hein, il y a cette comparaison avec la tempête, avec l'océan, qui là aussi est très fréquente chez Zola. Donc là, un passage très zolien de cette foule de la bourse, 3060, voilà le cours de l'action de la Banque universelle à son sommet, et puis ça s'effondrera. Je ne vais pas lire le passage de l'effondrement, j'en ai déjà assez lu de ce livre aujourd'hui. Que retenir finalement de l'argent de Zola? Pour être franc, parmi les nombreux mondes qu'Émile Zola explore, celui-là me reste assez opaque, et à la lecture, il le demeure. Et il y a beaucoup de personnages, on se perd un peu pour comprendre exactement les mécanismes qui ont fait que cette histoire de banque universelle a été l'un des scandales, inspiré d'un scandale réel, qui vont provoquer
la chute finale de l'empire de Napoléon III. Et donc, il y a un certain mystère qui demeure dans ce monde de l'argent, mais une cruauté aussi. C'est une guerre la bourse. Et il y a les gagnants, il y a les perdants. Zola disait que l'argent en soi n'était ni bon ni mauvais. Et ce n'est pas une condamnation définitive de la spéculation. Ça n'en est pas un éloge non plus, loin de là. Et donc, avec ce monde-là, on a une pièce de plus dans le puzzle de ce second empire, dont il me reste à ajouter 2 petites pièces, pas si petites que ça. La guerre, la vraie guerre, la débâcle de 70, et la médecine, la science, au cœur évidemment de la réflexion de Zola. Voilà ce que je pouvais dire, de manière peut-être un peu désordonnée, peut-être, et surtout, tout à fait partielle, de l'argent, le 18e roman des Rougon-Macquart, d'Émile.